Dans cette discussion entre Daniel Ménard et Bernard de Montréal, le sujet abordé est les origines de la domination. Ils analysent comment les individus peuvent se retrouver dans des situations de domination et d'impuissance face à certains événements. Bernard affirme que les personnes qui sont dominées dans leur vie sont souvent violées à tous les niveaux, ce qui crée un sentiment d'impuissance en elles. Il explique que ceux qui sont capables de tolérer cette domination ont souvent une faible identité et ne se reconnaissent pas suffisamment d'importance en tant qu'être. Ils manquent d'adrénaline et de force interne pour résister à la domination. Bernard soutient que l'humanité elle-même est victime de violences, à la fois de la part des hommes et des forces occultes qui se cachent derrière la pensée. Il affirme que la destruction systématique de la volonté humaine sert à la construction d'une autre volonté qui n'est pas celle de l'individu, mais plutôt celle de systèmes et de forces extérieures. Daniel interroge ensuite Bernard sur le rôle de la pensée dans ce processus de domination. Bernard répond que la pensée est l'élément principal qui viole le mental humain, car elle peut être utilisée pour soumettre ou contrôler les individus. Il souligne que dans la plupart des cas, la pensée ne sert pas l'homme mais le dessert, car il n'a pas de connaissance des mécanismes occultes de la pensée. Dans cet extrait, l'auteur exprime l'idée que l'homme est intrusé par certaines formes de pensée qui créent en lui l'illusion de l'impuissance. Ces pensées étouffent la véritable nature de l'homme, qui est fondamentalement un être de lumière. Tant que l'homme ne prend pas en main sa vie en prenant conscience et en contrôlant ses pensées, il restera un être involutif incapable de comprendre la nature fondamentale du mensonge cosmique. En outre, l'humanité n'a aucun droit par rapport à elle-même en tant que force exigeante, et l'idée du libre arbitre est en réalité la fondation du mensonge cosmique. Prendre conscience de ces lois de domination qui sous-tendent l'inconscience humaine est un fardeau, mais ceux qui auront atteint un certain niveau de conscience auront le pouvoir de neutraliser le viol de l'homme à travers la domination. Cependant, plus l'homme devient conscient, plus les forces occultes deviennent sauvages et cherchent à le dominer. Mais une fois qu'il fait face à ces forces et qu'il subit un changement vibratoire, il entre dans un nouveau plan de conscience. Lorsque l'homme devient conscient, ses souffrances sont proportionnelles à sa conscience. Cependant, il ne peut plus être piégé par les illusions de sa pensée comme auparavant. Ce changement vibratoire lui permet de devenir de plus en plus lucide et intelligent. Il peut alors prendre le contrôle de tous ses plans vibratoires, ce qui fait partie de son évolution. Bernard de Montréal explique que la lucidité va au-delà de la simple compréhension des choses, elle permet de voir à travers les formes et les illusions. Les souffrances viennent du combat que l'homme mène pour sa liberté. Ce combat devient possible à mesure qu'il avance dans sa vie et dans son expérience. La vie est un processus en constante évolution et plus on avance en âge, plus on réalise que notre réalité est différente de ce que nous avions projeté. Lorsque l'on comprend les mécanismes occultes de la vie, on cesse de la vivre comme une projection et on entre dans une compréhension plus profonde de son processus. L'homme doit un jour être capable de lutter avec les forces invisibles, ce qui requiert une capacité à percevoir l'invisible. Lorsque l'invisible devient évident, notre vie sur Terre n'a plus la même signification. Ce qui devient essentiel, c'est la paix, l'équilibre de tous nos centres. L'homme épuise toutes ses autres ressources, illusions, pour finalement ne rechercher que la paix. Cela nécessite une conscience vibratoire qui élimine les interférences qui rendent la vie difficile. Il ne sera plus intéressé à vivre pour les mêmes raisons, mais il continuera à vivre par nécessité physique. Lorsqu'il atteint un niveau de conscience suffisant, il peut accéder aux plans invisibles qui étaient jusque-là inatteignables. Son taux vibratoire étant élevé, il ne réincarnera pas et passera dans une conscience éthérique. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que l'homme doit réaliser que la vie est un processus et qu'il est manipulé par des forces invisibles. Il soutient que lorsque l'homme deviendra suffisamment conscient, il pourra lutter contre les hégémonies qui dirigent l'univers et reprendre sa place dans le cosmos. Les luttes dont il parle sont principalement mentales et se situent dans le domaine de la pensée et de la manipulation. Bernard révèle que sa principale lutte est avec sa source intérieure, qui peut le manipuler, et que cette guerre doit se poursuivre sur le plan éthérique. Il explique que dans le cosmos, la guerre est différente de celle sur Terre, car elle vise à affiner les puissances. Il mentionne que les guerres peuvent être menées par des forces obscures ou de lumière, car elles visent essentiellement à améliorer les systèmes. Cependant, il souligne que l'homme actuel n'a pas suffisamment de lumière pour comprendre cela pleinement. Selon Bernard de Montréal, dans un futur lointain, l'homme sera capable de mener la guerre contre les forces de la lumière pour mettre fin à la domination des forces astrales sur l'humanité. Lui,
Faire la guerre à un camp signifie faire la guerre à son propre camp, car l'homme est toujours en relation avec sa pensée. Prenons l'exemple d'Hitler, il explique que celui-ci, étant lié aux forces sataniques, ne pouvait pas voir la nature satanique de sa pensée à cause du manque de lumière. En revanche, l'homme nouveau aura de la lumière et pourra reconnaître et comprendre les lois occultes de la pensée, lui permettant ainsi de combattre ses forces. Cependant, Bernard de Montréal souligne que cette évolution de conscience ne peut pas se produire du jour au lendemain. La pensée doit s'épurer progressivement pour accéder à une plus grande conscience. Dans ce discours, l'auteur explique que la pensée s'épure lorsque l'on travaille sans relâche pour atteindre une conscience supérieure. L'objectif est d'atteindre une fusion et une unité de conscience qui rend l'homme invulnérable aux influences extérieures. Avant d'atteindre cet état, l'homme doit d'abord lutter contre lui-même et faire la guerre à son propre plan mental. À la fin du XXe siècle, l'homme commence à comprendre les lois occultes de la pensée et à démystifier la machine humaine. Il réalise que la réalité matérielle n'a aucune valeur en soi et que la valeur réelle réside dans le plan éthérique. Pour y accéder, il doit prendre le contrôle de sa conscience mentale. Si l'homme ne le fait pas, sa conscience mentale est astralisée et il est destiné à retourner dans le monde de la mort. L'auteur remet également en question l'existence de la mort telle que nous l'imaginons et soulève des doutes sur la valeur de l'âme. Il soutient que l'âme est une forme de cristal qui conditionne la conscience de nos cellules et notre programmation génétique. En fusionnant avec l'esprit, l'âme crée un être immortel, dénué de douleurs spirituelles. Pour y parvenir, l'homme doit comprendre la pensée, se libérer de la domination et composer avec ses énergies. L'homme est venu sur Terre car au départ, lors de la création des âmes, personne ne savait quelles seraient les conséquences de cette expérience. L'évolution de l'homme a donc été une grande expérience scientifique. Cependant, l'homme a dû payer le prix de cette expérience, à travers des révoltes et des difficultés. Finalement, il y aura un redressement de la situation où l'homme reprendra le contrôle de son évolution. À ce stade, l'homme n'aura plus d'âme, mais sera simplement esprit, car il n'aura plus besoin de mémoire pour être intelligent. Il sera ainsi libéré de la programmation de l'âme et pourra utiliser cette énergie pour réaliser des choses inimaginables. Cependant, la manipulation survient quand l'esprit utilise la mémoire de l'homme pour le manipuler, notamment dans les moments de difficulté. Il est donc important pour l'homme de prendre conscience de ces manipulations et de s'en détacher. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que la manipulation peut soit servir les forces occultes, soit être utilisée pour se renforcer. Il souligne que si l'on se laisse prendre dans cette manipulation, elle peut affecter notre corps, notre esprit et nos émotions. Cependant, si l'on résiste et joue le jeu en comprenant les mécanismes en jeu, on peut utiliser cette énergie pour construire nos forces au lieu de détruire notre équilibre. Il souligne également que la perception de la mort varie en fonction de notre condition, affirmant que lorsque l'on est malade ou en fin de vie, on peut être prêt à partir et percevoir des phénomènes paranormaux. Il insiste sur le fait que la vie est un processus et que notre énergie et notre signe astrologique déterminent nos actions et notre façon de penser. Enfin, il explique que nos pensées sont influencées par l'énergie dont nous disposons et les épreuves que nous devons traverser. Il conclut en disant que si nous avions un mode d'emploi pour notre vie, cela serait ennuyeux, car cela ne nous permettrait pas de nous développer et d'apprendre de nos expériences. Dans cette discussion, Bernard de Montréal et Daniel Massé abordent le sujet de la paix intérieure et de la lutte constante que l'homme mène pour se prouver quelque chose. Ils affirment que l'objectif pour se libérer de la domination est d'avoir la paix, mais soulignent qu'il est nécessaire de passer par des épreuves et des désillusions pour y parvenir. Ils expliquent que c'est en étant brûlé par la vie que l'on atteint la paix intérieure, et que cela se fait progressivement au fur et à mesure que l'on prend conscience des lois profondes de la vie. Ils considèrent que les êtres spirituels sont souvent superficiels et que la vraie compréhension de la vie nécessite d'aller au-delà de cette dimension spirituelle. Finalement, ils expliquent que la désillusion est une prise de conscience de l'inutilité de certaines choses et permet de vivre sa vie à un autre rythme, libéré des combats incessants. Dans cette conversation, Bernard et Daniel discutent du concept de déception. Ils soulignent que la déception est une expérience commune de la vie, mais qu'elle peut être évitée en étant conscient des forces occultes qui la provoquent. Ils mentionnent également que la désinformation est une source majeure de déception, et que la conscience humaine évoluera individuellement plutôt que collectivement. Ils abordent ensuite le sujet du mensonge cosmique, qui fait partie intégrante de la conscience en involution. Bernard affirme que la religion est une forme de politique cosmique basée sur le mensonge,
et que le mensonge est une barrière à l'évolution de la conscience humaine. En parlant de créativité, Bernard explique que celle-ci est nécessaire à la vie, mais que l'homme n'a pas de contrôle sur elle. Il décrit comment la créativité peut entraîner une série d'expériences et teste l'individu, et il soutient que cela doit cesser. Enfin, il discute du conflit de l'individu qui se trouve confronté à de l'information et doit décider de croire ou de réagir. Bernard affirme que l'incapacité à évaluer les conséquences de nos actions est la source du conflit, et que l'homme manque d'accès à cette connaissance. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique que nos gestes sont souvent déterminés par des lois astrales préétablies, ce qui nous empêche d'exprimer pleinement notre créativité. Il explique qu'au début, nous sommes dominés par notre créativité sans être conscients de notre propre incompétence créative. En passant par des expériences, nous finissons par nous brûler et acquérir une certaine compétence. Cependant, il souligne qu'il y a une différence entre être brûlé par la lumière, ce qui conduit à une compétence profonde, et être brûlé par l'astral, ce qui peut nous laisser incompétents. Bernard de Montréal souligne également que nous avons des ressources sur le plan de l'âme et de l'esprit auxquelles nous n'avons même pas conscience, mais pour y accéder, il faut être conscient de notre propre vibration et avoir une conscience vibratoire. Il précise que le mental ne doit pas être confondu avec l'intellect, et que le mental peut être suffisamment fort pour nous donner l'impression d'être neutralisé, mais il ne peut pas nous dominer si nous sommes conscients de notre propre vibration. Dans cette partie de l'entretien, le canal donne un exemple de la façon dont le mental peut dominer une personne. Il explique qu'il ressent un changement vibratoire quand il est malade, ce qui fait partie du mental. Il souligne que les gens ne savent généralement pas pourquoi ils sont malades, mais qu'il est important de comprendre que c'est souvent nécessaire et temporaire, simplement un changement d'énergie. Lorsqu'il est malade, le canal constate qu'il perd sa capacité de communication, même s'il ne peut pas la récupérer en faisant de l'écriture automatique, car il n'a pas la force de se fâcher ou de lutter. Il explique que cette communication est interrompue pour empêcher qu'il se batte trop et mette sa santé en danger. Cependant, il sait que tout est en ordre et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, bien qu'il doive attendre quelques jours pour récupérer cette communication. Le canal souligne que le mental maintient un état de neutralité pour éviter la lutte avec les entités, ce qui n'est pas bon pour sa santé. Il explique que même lorsqu'il n'est pas malade, les entités ne veulent pas de cette lutte, mais il a des ressources pour y faire face. En revanche, lorsqu'il est malade, il n'a pas ces ressources et les entités doivent le protéger en coupant la communication. Le canal mentionne également que le mental peut être très exigeant et geler complètement le cerveau, donnant l'impression d'être en suspension et de devenir niaiseux. En ce qui concerne le contrôle des entités sur la vie matérielle d'une personne, le canal affirme que tout est contrôlé et programmé à l'avance. Il explique que même les probabilités font partie de leur structure et que tout est su car tout est conditionné par la pensée. Il conclut en disant que la seule possibilité de briser cette domination est dans l'éther, et que sur le plan matériel, il faut oublier cela.